Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 11 mai 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Veuillez nous en excuser pour ce petit incident dû à la coupure d'électricité. Le Premier ministre du Niger, Ali Lamine Mohamed Zen, était face à la presse ce samedi 11 mai 2024 à son cabinet. Objectif de cette sortie médiatique est de réagir suite à la récente intervention du président de la République du Bénin, Patrice Talon, pour expliquer entre autres les raisons du blocage du chargement du pétrole brut nigérien à partir du port de Sémé. Ali Lamine Zen a profité de cette occasion pour réaffirmer la position des autorités nigériennes vis-à-vis aux autorités béninoises depuis le coup d'État du 26 juillet 2023. Le résumé de cette sortie médiatique avec Adamou Soumana et Sadou Doumi. Par cette sortie médiatique, le Premier ministre nigérien, entouré de quelques membres de son gouvernement et membres du CNSP, vient éclairer la lanterne des concitoyens sur la situation des relations actuelles avec le Bénin, notamment après une bourde du président de ce pays voisin. À l'entame de ses propos, Ali Lamine Mohamed Zen a entretenu l'assistance et au-delà l'opinion publique sur l'existence de plusieurs accords entre le Niger et le Bénin portant sur le pipeline, accords dont plus d'une dizaine ont été violés par la partie béninoise. Les dispositions réglementaires ont été prises pour encadrer sa conception jusqu'à sa naissance. Il y a plus d'une dizaine d'accords signés. J'en ai ici quelques-uns que je mettrai à la disposition de la presse si elle le désire, pour que aucun incident, ni aucune occasion, ni prétexte n'empêche que l'objectif pour lequel il a été créé puisse se réaliser le moment venu. Je dis bien plus d'une dizaine d'accords. Je reviendrai sur les détails si cela est nécessaire. Mais tous ces accords ont été violés par les autorités béninoises. Je vais vous en lire un seul passage. Il y a eu un accord, bien sûr un accord bilatéral entre le Béninois et nous, un accord bilatéral entre l'État chinois et le Bénin, et même un accord tripartite. Je vous lis juste un passage de l'accord du gouvernement hôte, c'est-à-dire le Bénin, qu'il a signé en 2019, le 5 août, précisément, qui dit ceci. L'État béninois ne modifiera, n'annulera, ne résiliera, ne déclarera invalide ou inopposable, ni ne cherchera à éviter ou à limiter d'une manière, d'une autre manière, c'est bien précisé, les effets du présent accord, de tout autre document de projet ou document de financement sans le consentement écrit préalable de la société de projet Bénin. C'est pour dire que, en réalité, ce pays a rédigé de ses propres mains des dispositions qui ne lui permettent, en tous les cas de figure, de prendre la décision qu'il est en train de prendre, c'est-à-dire empêcher que le brut nigérien puisse couler, aller sur la mer et présenter sur le marché international. Au Premier ministre d'évoquer le maintien par le Niger de la fermeture de sa frontière avec le Bénin, dont le président sur un ton moqueur a déclaré que les raisons de cette fermeture frisent le ridicule. Le Niger s'est toujours donné les moyens de se défendre dignement. Et il vous souviendra que cette position développée par la plus haute autorité béninoise, en réalité, n'est pas nouvelle. Lorsque, en l'absence d'aucune base juridique, l'institution à laquelle nous appartenions, qui est la CEDEAO, avait pris aveuglement, uniquement, de manière irresponsable, des mesures punitives contre notre pays,
il y a un certain nombre de pays appartenant à cette organisation qui est derrière nous, qui se sont montrés, je dirais, dans une position assise, je dirais même, et je pèse mes mots, avec hargne. Parmi ces pays, il y a bien sûr le Bénin, à travers son président. Tout le monde l'a vu, comment il a appelé, au-delà de la fermeture étanche de la frontière. Il a porté sur lui le message de la guerre qu'il fallait livrer à notre pays. Ali Lamine Mohamed Zen a avec précision donné les positions des différentes bases militaires françaises qu'abrite le Bénin dans le seul but de déstabiliser le Niger. Merci Adam Ousmana. Et rendez-vous à la fin de ce journal pour suivre l'intégralité de cette sortie médiatique de cet après-midi du Premier ministre du Niger, Ali Lamine Mohamed Zen, sur les relations entre le Niger et le Bénin. À tout à l'heure donc. Notre aspect de cette édition, la direction de la division de la protection des mineurs et des femmes de la police nationale a organisé ce samedi 11 mai 2024 une rencontre d'échange avec les gérants d'hôtels, des restaurants et des lieux de distraction de la capitale. Elle porte donc sur la délinquance juvénile. Plusieurs invités de marque ont pris part à cette importante rencontre dont l'objectif est de combattre ensemble la délinquance des jeunes. Faisons le point avec Assama Ouseydou et Aboubakar Souley. La présente assise marque ainsi le début de la rencontre d'échange avec les gérants d'hôtels, de restaurants et lieux de distraction de la ville de Niamey. Objectif échanger sur la délinquance juvénile et le respect de la réglementation régissant les activités de loisirs des jeunes au Niger. Organisé par la division de la protection des mineurs et des femmes, les participants sont interpellés sur leur rôle et leurs responsabilités dans le cadre de la lutte contre la délinquance juvénile, mais surtout le respect des lois en matière de protection des enfants au Niger. Cette activité vise à apporter non seulement une réponse efficace au phénomène de la délinquance juvénile, mais aussi de créer un climat de travail favorable entre les différents acteurs de protection pour une meilleure collaboration. Cela nous permettra de rappeler aux gérants qu'ils sont des acteurs de première ligne en matière de protection. Par conséquent, ils ont un devoir moral d'apporter leur contribution pour la sauvegarde de nos mœurs en général et particulièrement la protection des mineurs au Niger. Une initiative appréciée à sa juste valeur par le président de la Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie du Niger. Il est important en tant que partie intégrante de la société de profiter de cet atelier pour parfaire votre outillage afin d'apporter les contributions attendues de vous par la police dans le cadre de la lutte contre cette délinquance juvénile autour et dans nos entreprises qui sont considérées à tort ou à raison des facteurs favorisant cette délinquance. Le procureur de la République a par la même occasion attiré également l'attention des participants sur leur collaboration dans la lutte contre la délinquance juvénile et le respect de la réglementation en la matière. Pour lutter contre ce phénomène, les contributions de ces acteurs doivent être prises en compte, a indiqué le gouverneur de la région de Niamey dans son discours d'ouverture. Vous retenez que le lieu joue un rôle important. En effet, les lieux recevant le public, que sont les hôtels, les résidences, les lieux de tourisme, sont transformés par les jeunes en lieux de délinquance et toute forme de pratique contraire aux bonnes mœurs, alors que la réglementation en la matière y interdit l'accès aux mineurs. Ainsi, cette réglementation doit être rappelée aux différents acteurs afin d'assurer une meilleure protection de la jeunesse. C'est en cela que votre rôle et votre responsabilité sont interpellés. Pour arrêter ce cancer social qu'est la délinquance juvénile, il faudra adopter dès à présent une approche holistique
approche qui associerait les familles, la société tout entière, afin que l'éducation et les institutions judiciaires réduisent cet impact sur nos communautés. La lutte contre la délinquance juvénile ainsi que celle de la protection de la femme nécessite un engagement global et coordonné de tous. Et pour la réussir, les décideurs doivent créer un environnement sûr et prospère pour l'épanouissement de la jeunesse, a souligné le gouverneur de la région de Niamey. Le syndicat des importateurs, exportateurs et grossistes du Niger a initié ce matin une opération de salubrité dans la capitale. Il s'est agi pour les militants de ces syndicats à travers cette initiative d'apporter leur soutien sans faille aux autorités de la ville de Niamey dans leur combat pour donner une nouvelle image à Niamey, la capitale. Résumé avec Adam Soumana et Sadoumi. Quelques coups de balai par-ci, ramassage d'ordures par-là, tel est l'exercice auquel se sont adonnés les commerçants revendeurs de la place à l'appel du président du syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger. Une opération qui concerne le plus important centre commercial de la capitale, allant du grand marché à l'hôtel de ville, dont le choix n'est pas fortuit. Démontrer au tout nouveau président de ville de Niamey l'entière disponibilité des commerçants pour accompagner la ville de Niamey dans sa quête de propriété. Donc c'est une première fois que nous avons tenu à faire cette journée de salubrité et nous pensons que cela puisse continuer davantage pour motiver tous les citoyens nigériens à emboîter le pas. Occasion pour les initiateurs de cette opération de louer l'initiative de désengorgement des alentours du grand marché par le premier responsable de la ville. Pour la fluidité de la circulation des personnes et des biens, la ville de Niamey a procédé à un certain nombre de mesures, c'est-à-dire faire déguerpir toutes les personnes qui sont le long des tronçons et qui empêchent la fluidité de la circulation. Donc nous avons été contactés par la ville de Niamey, le président en a vraiment assisté. Et de commun accord, nous avons convenu de faire ce déguerpissement à l'amiable, c'est-à-dire les charretiers qui sont sur les voies, de les faire partir pour éviter à ce que le gouvernement lui-même ne puisse décider à faire déguerpir ces personnes-là par force. Et nous savons que si ça se fait par force, ça peut toucher un bon nombre de personnes. Donc mieux vaut emboîter le pas, mieux vaut les accompagner en sensibilisant l'ensemble des commerçants de la ville de Niamey pour que les occupants de ces places-là puissent vraiment les laisser à la disposition de la ville de Niamey pour que les personnes et les voitures puissent circuler de façon correcte. Le président du syndicat des importateurs, exportateurs et grossistes du Niger, Alaji Sani Sekaou, a rassuré que cette opération se poursuivra au niveau des autres marchés de Niamey et invite par ailleurs l'ensemble des concitoyens à leur emboîter les pas pour accompagner les autorités de la ville de Niamey dans leur noble mission. Du sport, dans ce journal, la sauvegarde de l'enfant en milieu du football était au centre d'une session de formation qu'organise la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT, destinée au personnel de l'Académie nationale d'élite et du Centre technique national. Cette session vise à outiller les participants sur le droit et le devoir des enfants dans l'environnement du football. Ibrahim Tikere. Créer un environnement sain et protégé pour les enfants en milieu du football, c'est dans cette optique que s'est ouvert ce vendredi 10 mai 2024 dans la salle de réunion de l'Association régionale de football de Niamey un atelier de formation sur la protection des enfants. La FIFA se veut protecteur des enfants. L'enfant, nous savons tous qu'il est vulnérable. C'est des enfants que nous avons sortis de leur milieu, que nous avons ramenés dans un cadre effectivement de sport-études et qui sont entourés par d'autres personnes qui ne sont réellement pas leurs parents. Dans le cadre de la protection de ces enfants-là, tous ceux qui tournent autour de ces enfants-là doivent savoir ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas faire autour de ces enfants, avec les enfants ou en présence de ces enfants. C'est dans ce cadre-là que la FIFA, dans le projet de développement des talents, a inclus aussi ce qu'on appelle la formation en safeguarding.
Pendant cette session de 3 jours, les participants issus de l'administration du Centre technique national et de l'Académie nationale d'élite de la FENIFOOT seront outillés sur la sauvegarde de l'enfant à travers des communications riches suivies des travaux de groupe. Cette formation s'inscrit dans le cadre d'un programme de la FIFA qu'on appelle le safeguarding, c'est-à-dire c'est un programme de sauvegarde sur la protection des droits des enfants. Donc, et vous savez, il n'y a pas longtemps, nous avons créé ici une académie de football dédiée aux enfants de l'âge de 13 ans et 15 ans. Donc, sur cette base, il a été convenu qu'il faudrait former tous les encadreurs de ces enfants-là de façon à ce qu'ils soient bien outillés relativement aux instruments juridiques nationaux et internationaux nationaux et internationaux relativement à la sauvegarde et à la protection des droits des enfants. Le contenu, c'est d'abord un guide que nous avons élaboré pour notamment renforcer la capacité donc, de tous ceux qui sont autour donc, de l'académie, donc les staffs, donc les personnels techniques par rapport à donc, la prévention donc, des droits de l'enfant. Donc c'est la sauvegarde donc, des droits de l'enfant. Donc les outils pour qu'ils puissent pouvoir donc, identifier tout ce qui est abus, tout ce qui est violence, tout ce qui est exploitation. La FIFA reconnaît l'importance de créer un environnement sûr et protecteur pour tous les enfants impliqués dans le football, que ce soit en tant que joueurs, arbitres, supporters ou d'autres acteurs. Pour ce faire, la FIFA a mis en place des politiques et des programmes visant à prévenir les abus, à sensibiliser et à former les personnes impliquées dans le football sur la protection de l'enfance et à prendre des mesures disciplinaires contre ceux qui enfreignent les règles. C'est pourquoi dans son discours d'ouverture, le 3e vice-président de la FENIFOOT a souligné l'importance de la tenue du dit atelier. Votre présence ici nous assure et prouve si besoin de votre détermination à faire du milieu du football un environnement sain et protégé pour les enfants. Mesdames et messieurs, cette formation qui vous est destinée en tant que membre des staffs d'encadrement et de prise de décision en milieu du football des jeunes vise à renforcer vos capacités d'intervention en tant qu'éducateur de première ligne. Notons que cette formation sous le guide de la FENIFOOT pour la sauvegarde des enfants en milieu footballistique concernera d'autres acteurs dans les prochains jours. Merci Ibrahim Tikere de la culture dans ce journal. Aujourd'hui, 11 mai 2024, cela fait exactement 43 ans que disparaissait Bob Marley, donc le 11 mai 1981. Comme chaque année, ce 43e anniversaire est une occasion pour se rappeler encore de l'artiste dont les œuvres font toujours la fierté de ses fans. N'est-ce pas, Léo Razak? Celui qui est surnommé The King of Reggae est né le 6 février 1945 à Ning Miles, paroisse de Saint Anne, en Jamaïque. Près de 40 ans après sa mort, Bob Marley vit encore dans le cœur de ses fans. Depuis mon enfance, quand j'écoute du reggae, je me sens beaucoup plus à l'aise. Je sens qu'il y a un esprit derrière une musique assez spéciale, quoi. Surtout quand tu écoutes le morceau Natural Mystic, où il disait There is natural mystic blowing through the air. Et plein d'autres, où les Carfits, où il a parlé des mauvais amis et autres. Donc pour moi, c'est un artiste qu'on ne peut pas finir de décortiquer, quoi. Pour moi, la musique de Bob Marley devait être la musique qu'il faut conseiller aux gens. Parce que musicalement parlant, elle n'est pas assez violente. Elle n'est pas assez violente et elle communique, elle véhicule des messages d'éducation, des messages édifiants. Hein. C'est une musique très riche, quoi, et que moi j'ai adhéré facilement. À chaque fois que je voyais Bob Marley, je me disais un jour viendra, je serai comme lui. Je parle de l'apparence. Et
Après, j'ai fini par avoir la chance là de convaincre mes parents à avoir les dreadlocks. Et pour moi, les dreadlocks, c'est tellement significatif. Je ne l'ai pas fait pour montrer, genre, c'est assez spécial pour moi. Bob Marley est considéré par plusieurs générations déjà comme le porte-parole défunt, le privilégié et défavorisé. Il est avant tout le premier musicien à incarner et assumer pleinement et naturellement cette identité de porte-parole contestataire. Être Rasta, c'est certes sur la tête, mais aussi dans la tête. Ce sera difficile de parler de la musique Rasta, reggae ou Rasta sans parler du mouvement Rastafari. Il faut dire que le mouvement Rastafari est né vraiment en 1930 par le couronnement de l'empereur éthiopien Haïlé Sélassie, voilà, qui est considéré comme roi et qui a été annoncé par le prophète Marcus Garvey, qui disait aux Africains, aux Rasta, et regardez vers l'Afrique, votre sauveur viendra de là et qui va vous sauver de l'oppression des Occidentaux. Donc à partir de 1930, le mouvement Rastafari a pris le jour et ça se développe jusqu'à aujourd'hui. Bob Marley est décédé à 36 ans. De son vivant, il rencontre un succès mondial et reste à ce jour le musicien le plus connu et le plus vénéré du reggae, tout en étant considéré comme celui qui a permis à la musique jamaïcaine et au mouvement Rastafari de connaître une audience planétaire. Il a vendu plus de 200 millions de disques à travers le monde. Merci Léo Razaka. Comme annoncé, place à présent à la sortie médiatique cet après-midi du Premier ministre du Niger, Ali Lamine Mohamed Zen, au niveau de son cabinet. Il s'est agi pour lui de revenir sur la situation actuelle entre le Niger et le Bénin, notamment la récente sortie médiatique du président béninois Patrice Talon pour expliquer un peu les raisons du blocage du chargement du pétrole brut nigérien à partir du port de Sémessé au Bénin. Très bonne réception. Nous avons, comme vous le savez, tous suivi il y a quelques jours une déclaration du président béninois, M. Talon. Je voudrais de façon tout à fait respectueuse dire notre part de vérité sur des faits qui sont par ailleurs vérifiables. Je laisserai bien sûr libre nos compatriotes nigériens, mais également les Béninois, chacun en ce qui le concerne, de se faire son opinion et d'en tirer conséquemment les leçons. Parce que nous estimons pour notre part, et nous en sommes convaincus, que c'est une nouvelle et importante page qui s'ouvre, une page de l'histoire de notre pays, mais également de notre continent. Mesdames et messieurs, il y a deux points pour lesquels il était important que nous nous entretenions ce matin. D'abord, le pipeline, c'est-à-dire, si on simplifie, le tuyau qui ramène le pétrole nigérien de Koulélé à Sémé, de sa conception à sa naissance. Ce pipe a été, disons, les dispositions réglementaires ont été prises pour encadrer sa conception jusqu'à sa naissance. Il y a plus d'une dizaine d'accords signés. J'en ai ici quelques-uns que je mettrai à la disposition de la presse si elle le désire, pour que aucun incident, ni aucune occasion, ni prétexte n'empêche que l'objectif pour lequel il a été créé
puisse se réaliser le moment venu. Je dis bien plus d'une dizaine d'accords. Je reviendrai sur les détails si cela est nécessaire. Mais tous ces accords ont été violés par les autorités béninoises. Je vais vous en lire un seul passage. Il y a eu un accord, bien sûr un accord bilatéral entre le Béninois et nous, un accord bilatéral entre l'État chinois et le Bénin, et même un accord tripartite. Je vous lis juste un passage de l'accord du gouvernement hôte, c'est-à-dire le Bénin, qu'il a signé en 2019, le 5 août, précisément, qui dit ceci. L'État béninois ne modifiera, n'annulera, ne résiliera, ne déclarera invalide ou inopposable, ni ne cherchera à éviter ou à limiter d'une manière, d'une autre manière, c'est bien précisé, les effets du présent accord, de tout autre document de projet ou document de financement sans le consentement écrit préalable de la société de projet Bénin. C'est pour dire que, en réalité, ce pays a rédigé de ses propres mains des dispositions qui ne lui permettent, en tous les cas de figure, de prendre la décision qu'il est en train de prendre, c'est-à-dire empêcher que le brut nigérien puisse couler, aller sur la mer et présenter sur le marché international. C'est très grave. C'est une violation d'engagement. Nous avons ici, évidemment, si vous souhaitez les consulter, tous ces documents, les bureaux, vous aurez les pages avec les articles qui lient ce pays. Vous en avez entre eux et l'État chinois à travers la société d'État. Il ne s'agit pas des privés chinois, c'est une société appartenant à l'État chinois. Vous avez dû suivre effectivement il y a quelques jours quand un lanceur d'alerte a dit que nous avons approché les Béninois pour négocier l'exportation de ce brut par l'acceptation d'ouverture de notre frontière. Nous l'avons bien sûr démenti en renvoyant dos à dos les Chinois et les Béninois d'abord, mais également en spécifiant que le Niger, qui a toujours respecté ses engagements, s'en tiendra strictement à ces dispositions. Il y a un deuxième point qui concerne bien sûr maintenant la sécurité au niveau de notre frontière. Là-dessus, je pense que il ne viendra à l'esprit d'aucun Nigérien d'accepter que l'insécurité vienne se propager sur notre terre. On ne le dira jamais assez. Notre président, le général Tchiani, a toujours dit que le Niger n'attaquera jamais personne. Nous sommes connus pour notre ouverture d'esprit, pour notre hospitalité, pour notre culture de la paix, pour la préservation de nos valeurs culturelles, religieuses. Personne n'a jamais entendu dire que le Niger a agressé un autre pays. Mais le Niger s'est toujours donné les moyens de se défendre dignement. Et il vous souviendra que cette position développée par la plus haute autorité béninoise, en réalité, n'est pas nouvelle. Lorsque, en l'absence d'aucune base juridique, l'institution à laquelle nous appartenions, qui est la CEDEAO, avait pris aveuglément, uniquement, de manière irresponsable, des mesures punitives contre notre pays, il y a
un certain nombre de pays appartenant à cette organisation, qui est derrière nous, qui se sont montrés, je dirais, dans une position assise, je dirais même, et je pèse mon mot, avec hargne. Et cela a été tout à fait inacceptable pour nous. Parmi ces pays, il y a bien sûr le Bénin, à travers son président. Tout le monde l'a vu, comment il a appelé, au-delà de la fermeture étanche de la frontière. Il a porté sur lui le message de la guerre qu'il fallait livrer à notre pays. Si aujourd'hui, nous faisons la lecture des éléments, des traces de cette position, on ne devrait pas en être étonné. Et en cela, nous avons décidé, malgré l'ouverture des frontières, il faut le rappeler, nous avons 7 frontières. La seule qui a gardé de manière étanche, qui a été gardée de manière étanche, c'est celle avec le Bénin. Il faut le dire, même pendant la période de punition. Mais en dépit de l'ouverture ou de la suspension de ces punitions qui n'ont pas empêché à notre pays de continuer de vivre, nous avons souverainement décidé de garder notre frontière fermée avec le Bénin. Pourquoi? Pour une bonne et simple raison, que nos anciens partenaires qui sont les Français, lorsque le peuple nigérien dans son ensemble, derrière notre président, le général Tchiani, a décidé que ces partenaires qui ne jouaient pas franc jeu avec nous devraient partir, il faudra vous en souvenir. Ils avaient insisté pour que leur porte de sortie soit le Bénin. Nous avons refusé cela en leur disant que la seule concession que nous pourrions leur faire, c'était d'emprunter la voie de 1500 km et de s'en aller. Ce qu'ils ont fait. Il faut saluer l'esprit de respect pour l'autre de notre peuple. Aucun incident n'a eu lieu pendant le désengagement des troupes françaises de notre territoire. Il y a eu une réunion du haut niveau où le chef de l'État a ordonné que toutes les populations le long du trajet soient sensibilisées de manière à laisser passer ces troupes avec leurs bagages pour qu'ils quittent nos territoires. Mais il ne faut pas se tromper. Ils ont fait 1500 km, mais ils sont revenus là où ils voulaient sortir la première fois, c'est-à-dire sur le territoire de la République du Bénin. Même si, dans la déclaration qu'on a tous suivie, le président béninois a dit que ce serait ridicule qu'on pense que le Bénin amasse ses troupes avec l'appui d'autres éléments pour envahir le Niger. Il ne viendra jamais dans l'esprit d'aucun Nigérien de croire que le Bénin viendrait envahir le Niger. Jamais. Et on ne l'a jamais dit d'ailleurs. Parce que nous avons dit que sur le territoire de la République du Bénin, il y a des bases, y compris certaines d'entre elles, où on entraîne les terroristes qui doivent venir déstabiliser notre pays. Voilà pour des raisons de sécurité simples, les raisons pour lesquelles nous avons décidé de garder cette frontière fermée, malgré les liens historiques et millénaires que nous avons avec le peuple béninois, qui lui-même, nous savons, qu'il n'est pas d'avis avec certaines des positions de leur autorité. J'ai ici, sur les journalistes, et madame, la carte où se trouvent ces bases, exactement. Il y en a 5, dont une où il y a des entraînements pour venir déstabiliser. Ils le font d'ailleurs à l'extrême ouest du pays. Ces bases de déstabilisation connues et documentées dans les localités de Tourou,
Kandi, Borga, Parc de W, Madekali, pour ne citer que cela. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une vue réelle sur la base d'éléments documentés. Voilà la raison pour laquelle notre pays a dit, pour l'instant, nous gardons fermer cette frontière jusqu'à ce que le Bénin décide de traiter de cette question essentielle. Pour revenir à la question du paille, comme vous le savez, toutes les règles internationales disent que vous ne pouvez pas empêcher un pays de l'Interland, c'est-à-dire un pays qui n'a pas accès à la mer, d'avoir cet accès. C'est une chose sur laquelle nous pensons que c'est aux Béninois de regarder cette situation, de l'analyser et, comme je l'ai dit un peu plus haut, d'en tirer les leçons. Mesdames et messieurs, il était question que nous vous donnions lecture de ces éléments, mais je vais vous inviter à un exercice de questions. Je suis prêt à vous répondre. En conclusion, ce que je voudrais dire simplement, sur la question également des céréales, vous avez dû suivre, pour dire que les productions céréalières sont destinées au Niger sous la forme de fraude. D'abord, le Niger n'a jamais demandé que ces céréales produites au Bénin, et donc concernant le revenu des Béninois, rentrent sur notre territoire sous la forme de fraude. Tout ce que nous faisons depuis le 26 et bien avant, c'est de lutter contre la fraude. Donc si les Béninois décident, c'est-à-dire les producteurs, de tenter, malgré la fermeture de frontières, de venir écouler leurs produits, grand bien leur en face. Nous avons laissé, parce que ce sont les mêmes populations de part et d'autre. Et le Niger n'est strictement pas dépendant de ces importations. Il faut le dire. Nous avons aujourd'hui des éléments pour le prouver. C'est une décision que le Bénin a eu à prendre, nous la respectons, nous en prenons acte, mais il ne faut pas accuser le Niger d'être responsable du renchérissement des prix de ces céréales. Donc, nous respectons la décision prise par le Bénin en ce qui concerne ces interdictions d'entrer sur notre territoire sous la forme de fraude. En conclusion, nous disons que cette attitude du Bénin, plutôt au travers de la plus haute autorité, nous rappelle malheureusement une sorte de volonté d'asphyxier le Niger. Et ça n'a pas démarré aujourd'hui. Notre souhait, c'est d'entendre raison, de prendre les dispositions. Le Niger est prêt à rouvrir sa frontière lorsque nous allons avoir la certitude que notre territoire est en sécurité. Le combat que nous menons aujourd'hui, le combat de souveraineté, le combat de dignité dans le respect de l'autre, c'est tout à fait naturel. Nous voudrions vivre en paix. On n'a accusé personne, on n'a attaqué personne, mais on ne permettrait pas que sous le couvert d'un voisinage ou d'une accusation de n'avoir pas levé les mesures de fermeture, que nous continuons à être attaqués. Ça, c'est une décision que notre gouvernement, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, pour notre peuple, une décision que nous prenons pour notre propre sécurité. Gadali l'indesa akari, on a voulu un tas à Dani. Voilà mon tia du nom général. C'est ça la vérité. C'est ça. Aujourd'hui, si nous savons que sur le territoire du Bénin, il n'y a pas ces trucs dont je vous ai montré de manière documentée l'emplacement de ce pays qui est parti de chez nous, je vous assure, demain matin, on ouvrira
la frontière. Et pour le reste, vous allez être témoins de la suite. Je voudrais réitérer ici la volonté du Niger de protéger ses relations avec la Chine. La Chine est un grand partenaire, un pays ami. Cette aventure du pétrole a commencé en 2008 avec la Chine. Notre devoir, c'est de protéger justement ces relations qui sont en tout cas des relations que nous voudrions voir départies de tout doute. Et là-dessus, je pense qu'il revient évidemment de faire en sorte que cette question soit très rapidement résolue. Voilà, mesdames et messieurs, un peu de mots, ce que j'ai voulu partager avec vous. On peut prendre une dizaine de minutes si vous avez des questions spécifiques. Je suis disponible pour apporter des réponses et des documents qui montrent que le Bénin n'a pas respecté ses engagements sont là. Nous tenons, nous, à respecter les nôtres. Et puis, n'oubliez pas que le Bénin tire profit de ce brut. C'est des milliers d'emplois directs pour les Béninois. C'est des revenus fiscaux pour les Béninois. Même si aujourd'hui, mine de rien, on tente de dire qu'il n'y a rien, il n'y a aucun impact.